Rebonjour. Dans cette visio, nous allons continuer à parler de la nutrition chez les bactéries. Et ce sera la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons vu que nous avons défini les éléments nécessaires pour le développement microbien, ainsi que les types trophiques. Et cette fois-ci, on va regarder les facteurs physico-chimiques, plutôt physiques, qui affectent la croissance microbienne. Alors, quels sont les facteurs qui affectent la croissance des micro-organismes et pourquoi les étudier? Alors, étudier ces facteurs, il peut avoir plusieurs objectifs. Le premier, c'est le besoin de la classification des micro-organismes, comme on va le démontrer tout à l'heure en fonction des différents facteurs. Deuxième besoin, c'est maîtriser la croissance des germes et des micro-organismes dans un procédé quelconque. Troisième besoin, c'est prévoir les conséquences du développement des micro-organismes, que ce soit un micro-organisme d'intérêt, quelles sont les conséquences positives attendues, ou bien un micro-organisme qui n'est pas utile, et dans ce cas-là, quelles sont les conséquences également de son développement. Et puis de pouvoir interpréter les observations faites sur l'altération d'un produit dans le cas où on regarde l'altération. Euh, Par la suite, euh, on- ces paramètres, leur maîtrise va nous permettre de faire quoi exactement? D'abord, la conséquence du développement ou bien de la variation de ces paramètres et les prévisions qu'on peut avoir sur le développement des micro-organismes. Vous voyez ici, par exemple, j'ai un graphique qui représente la croissance. Ici, j'ai la biomasse sur cette échelle et le temps sur l'autre échelle. Et on voit donc une courbe de croissance de micro-organismes dans lequel on va définir trois, quatre phases intéressantes. La première, c'est la phase de latence, c'est-à-dire le micro-organisme qui était dans des mauvaises conditions va s'adapter progressivement pour pouvoir démarrer sa croissance. Dès lors qu'il démarre ici en accélération, il arrive à un moment donné ce qu'on appelle la phase exponentielle de croissance, dans lequel le nombre de cellules augmente d'une façon exponentielle. Arrive à un moment donné où le milieu est épuisé, où un paramètre va le limiter et on va rentrer dans la phase de ralentissement pour arriver à un état, à la phase stationnaire. Dans cette phase stationnaire, le nombre de cellules nouvellement créées est égal au nombre de cellules qui sont détruites. Donc on a une stabilisation de la biomasse et puis à un moment donné, le milieu est tellement pauvre que le micro-organisme n'arrive pas à se maintenir, n'arrive pas à se développer, donc il y a une destruction des cellules et on va parler de phase de déclin. Les paramètres qu'on va étudier peuvent avoir un rôle sur ces différentes phases. Par exemple, on peut avoir un effet sur la durée de la phase de latence des cellules. Évidemment, lorsqu'on conserve un produit frais dans un frigo, on a intérêt à ce que cette phase de latence soit la plus longue possible. Comme ça, on peut profiter du produit le plus longtemps possible. Si jamais on rentre dans la phase de croissance microbienne, le produit sera altéré. Également, les paramètres qu'on va étudier vont avoir un rôle sur la vitesse de croissance. On peut avoir une phase de latence qui va démarrer, qui va se terminer relativement vite, mais par contre, les conditions ne vont pas permettre d'avoir une croissance de cette nature-là, mais la croissance, elle peut être maintenue au ralenti. Là aussi, ça permet de maintenir le produit conservé pendant longtemps. Et puis, on peut aussi prévoir le moment de l'arrêt de la croissance en fonction de la composition du milieu ou du produit et en fonction du paramètre physico-chimique imposé. Alors, on va regarder ces paramètres les uns après les autres et on va parler évidemment de la température. La température va agir sur la cellule microbienne à différents niveaux. D'abord, la température, suivant qu'elle soit chaude ou froide, elle va jouer sur l'état physique de l'eau et donc de la disponibilité de cette eau.
et de son effet solvant aussi. Étant donné, supposons qu'on congèle, l'eau devient glace et elle n'est plus disponible. La température va jouer sur la vitesse des réactions enzymatiques. Le micro-organisme, la cellule microbienne est une usine cellulaire dans laquelle la machinerie de fabrication et de fonctionnement sont particulièrement les enzymes. Si on affecte la vitesse de ces activités enzymatiques, par ricochet, on va affecter le comportement global du micro-organisme. Les températures très négatives ou bien fortement positives peuvent aussi dénaturer des macromolécules. Et qui dit macromolécules, dénaturer des protéines dans des enzymes, mais dénaturer aussi les acides nucléiques. Si on attaque les acides nucléiques, il n'y a plus de cycle de développement. Et la température peut jouer sur la plasticité des membranes et du cytoplasme, et dans lequel il va y avoir une limitation de la diffusion des nutriments et des métabolites, comme on le verra un peu plus tard. Lorsqu'on regarde la vitesse de croissance des micro-organismes en fonction de la température, ici je l'ai, log népérien de la vitesse spécifique de croissance en fonction de 1 sur T, on se rend compte que on a un comportement de cette nature. Alors ce comportement, il montre quoi? Il montre tout simplement que à forte température, donc les fortes températures sont de ce côté-là, étant donné que j'ai 1 sur T. À forte température, j'ai la vitesse de croissance va chuter fortement et rapidement. Et puis, j'ai la température optimale de croissance. Et à mesure que la température chute, j'ai un- un- une, euh, une gamme ou bien un domaine dans lequel il n'y a pas de rupture, mais il y a juste un ajustement. La pente ne bouge pas à ce niveau-là. Et la rupture se fait à partir de cette valeur-là, auquel cas le micro-organisme ne se développe plus convenablement. Ce graphique-là répond, ou bien il est représenté par ce qu'on appelle l'équation d'Arrhenius. Dans l'équation d'Arrhenius, on va trouver que la vitesse spécifique de croissance est variable en fonction de la température ici, par le biais de la formule mu est égal à K fois E moins, entre parenthèses, delta E divisé par R et T. Alors T, c'est la température en degrés Kelvin, R, c'est la constante des gaz parfaits, et delta E, c'est l'énergie d'activation, et évidemment K, c'est une constante. Et donc, c'est cette équation qui représente ce graphique, mathématiquement, ce graphique. Alors, à partir de ces températures, ou bien le comportement du micro-organisme avec la température, on a défini différentes catégories de micro-organismes. Alors, si on regarde le comportement, la vitesse de la croissance du micro-organisme en fonction de la température, on a défini une première catégorie de micro-organismes qui ont une température optimale de croissance vers à peu près 15 degrés. À partir de 20 degrés, ils ne peuvent plus se développer, mais par contre, ils peuvent se développer à des températures relativement basses et des fois même négatives, ce qu'on appelle les psychrophiles, par exemple, Flavobacterium. Alors ça vous montre, lorsqu'on regarde ça, ça vous montre l'utilité du frigo. Le frigo, généralement, il est à 6 degrés, mais on est à 4-6 degrés, mais on a intérêt à bien contrôler sa température. Ça, un aliment mis au frigo, ça ne veut pas dire que les micro-organismes, ils ont arrêté définitivement de se développer. On estime que la majeure partie des micro-organismes, à partir de 4 degrés, ils se développent plus rapidement, mais ils sont toujours présents, leur métabolisme est fonctionnel, etc. Ce qui nécessite l'hygiène du frigo, la propreté du frigo pour maintenir les produits bien conservés. On a également la catégorie des mésophiles, exemple Escherichia coli, et là la température optimale elle est de 37 degrés avec un arrêt total vers 45 degrés, mais ils peuvent se développer jusqu'à 15 à 20 degrés. La troisième catégorie, c'est la catégorie des thermophiles. Un exemple, c'est Thermus, avec une température optimale de 65 degrés. Vers 70 degrés, il ne se développe plus, et vers 40 degrés, il ne se développe plus.
Et vous remarquez toujours que la chute de la vitesse est relativement moins abrupte de ce côté-là que de ce côté-là. Lorsqu'on dépasse la température optimale vers les températures les plus élevées, la chute est brutale. Et puis, dernière catégorie, c'est les extrémophiles. Donc, les extrêmes, par exemple, thermophile, les extrêmes thermophiles ou bien les extrémophiles, par exemple le thermococcus. Dans ce cas-là, on est vraiment à des températures optimales de croissance relativement élevées qui vont jusqu'à 95 degrés. Il n'y a plus de croissance vers 100 degrés, puis il n'y a plus de croissance vers 70-65 degrés. Évidemment, la majeure partie des micro-organismes qui concernent les produits alimentaires sont situés à ce niveau-là, sont les mésophiles, mais les micro-organismes qui sont là ou là, ils ont une utilité d'application industrielle. Alors, comment le micro-organisme fait pour s'adapter à la variation de la température? Imaginons que nous avons un choc froid ou un choc chaud, comment le micro-organisme va faire pour s'adapter? Alors, globalement, il y a des perturbations de la croissance par le changement brutal de la température, mais tout dépend de la grandeur de la variation. Alors, nous avons pour l'ensemble des micro-organismes ce qu'on appelle les mécanismes communs de l'adaptation. Le premier, c'est la production de cold shock protéines ou heat shock protéines. Donc, c'est des protéines nouvellement produites et qui vont servir à quelque chose. On va le voir un peu plus loin. Le changement de la fluidité de la membrane, la production des cryoprotecteurs, la production d'antioxydants et puis tout simplement l'ajustement des activités enzymatiques. Alors, regardons un petit peu point par point à ce niveau-là ce qui se passe. Lorsqu'on regarde, par exemple, ici le micro-organisme étudié et Escherichia coli, son comportement a une variation de la température. Alors, tout dépend du degré de variation. La température optimale de croissance d'Escherichia coli est de 37 degrés. Lorsqu'on est à 37 degrés, nous avons une croissance qui répond à cette pente-là. Lorsqu'on passe de 37 à 30 degrés, nous avons une cassure. Il n'y a pas d'arrêt de la croissance, mais il y a une cassure. Ici, il y a tout simplement un ajustement des réactions enzymatiques existantes. Il n'y a pas de synthèse de nouvelles protéines. Et ça, donc, par rapport à la courbe d'Arrhenius qu'on a vue tout à l'heure, ça veut dire là, ce changement de 37 à 30 degrés, nous sommes dans cette partie-là. Il n'y a pas de rupture. Par contre, si le changement passe de 37 à 12 degrés, et là, le gap est énorme, nous avons le micro-organisme est fortement perturbé, ce qui va pousser à un arrêt de la croissance, le temps qu'il euh, se réadapte, oui, qu'il fasse des changements structurels et des changements physiologiques pour redémarrer sa croissance. Dans ce cas-là, sur le graphique, nous sommes dans cette partie-là, donc on passe de là vers là, ou bien on passe de là vers là. Et là, on a des ruptures et qui demandent aux micro-organismes des ajustements très très importants. Que se passe-t-il dans ces ajustements? Par exemple, la synthèse de nouvelles protéines. Alors, ces protéines, ça s'appelle les heat-shock protéines et les cold-shock protéines. Donc, ils sont induits et qui vont servir pour restaurer, renaturer les enzymes parce que ce changement brutal va attaquer, va dénaturer les protéines, va dénaturer des enzymes et les enzymes ne sont plus fonctionnelles. Pour cela, les heat shock protéines vont venir pour protéger les structures vitales du micro-organisme en termes de protéines et récupérer aussi des activités enzymatiques pour les rendre fonctionnelles. Alors, on a constaté qu'un changement de 30 degrés vers 40 degrés engendre la synthèse de pas loin de 1000 protéines en une minute, ce qui est énorme. Alors, comment on va faire pour mesurer ces 1000 protéines en une minute? En une minute, il y a une technique qui est utilisée pour l'analyse des protéines. Je pense que tout le monde connaît l'électrophorèse monodimension. L'électrophorèse monodimension, je l'ai à ce niveau-là. Les protéines, donc la préparation de l'échantillon se fait ici. On dépose l'échantillon là et puis on applique un courant électrique. À ce moment-là, en fonction de la charge, les protéines,
le mélange de protéines va migrer et les plus petites vont aller beaucoup plus loin et les moyennes et les grosses qui vont rester. Donc, on va avoir des bandes. Si on prend cette monodimension, on l'installe sur un autre gel du SDS page et on applique à ce moment-là le courant une deuxième fois, on crée la deuxième dimension. On arrive à des spots. À ce moment-là, par exemple, ici, une bande supposée être unique, on se rend compte qu'elle contient trois protéines, et ainsi de suite. Alors ça, c'est un schéma, mais en pratique, ça donne ça. En double dimension, on a la première dimension et puis la deuxième dimension, et on a des spots. Évidemment, à l'œil nu, on ne peut pas analyser ça, donc on va faire cette expérience euh, à une température, et puis, enfin, à une température, et puis à l'autre température quand on fait le choc. Et puis, on a une caméra qui va récupérer les images, un logiciel derrière qui va analyser l'image et qui va faire sortir les différences. Et on va repérer toutes les spots nouvellement synthétisées, nouvellement produites, et on peut les purifier et déterminer leur structure, etc. Ça, c'est un, Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que le micro-organisme utilise pour s'adapter au changement de température, c'est le changement de la composition de la membrane cytoplasmique. Alors, la membrane cytoplasmique chez les micro-organismes, on sait que c'est une double couche phospholipidique. On a des phospholipides ici, donc majoritairement constitués de lipides, et puis on a des protéines qui sont insérées, des protéines qui vont jouer des rôles soit dans la production énergétique par le biais de la chaîne respiratoire, soit pour le transport des perméases, donc le transport des éléments du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Mais ce qui va jouer sur la plasticité de la membrane, c'est la composition de ces lipides. Alors, pour faire un petit peu une comparaison, la structure des lipides, c'est le glycérol qui est estérifié ici par trois acides gras. Alors, on peut avoir que des acides gras saturés. Je prends le cas du beurre. Dans ce cas-là, le beurre, c'est un produit qui est figé à température ambiante. Je peux prendre un mélange d'acides gras insaturés à ce niveau-là. C'est le cas des huiles végétales. Dans ce cas, les huiles végétales sont liquides à température ambiante. Donc, le comportement des matières grasses dépend, vis-à-vis de la température, dépend bien sûr de la composition en acides gras. Les acides gras, globalement, les acides gras saturés sont des acides gras où il y a moins d'agitation. C'est pour ça qu'à température ambiante, ils sont figés, alors que les insaturés sont beaucoup plus agités et ça donne donc des lipides liquides à température ambiante. Et donc, ça va de soi que la plasticité d'un produit qui est constitué que des acides gras saturés est différente de celui qui est constitué que par des acides gras insaturés, ou bien le taux d'acides gras insaturés est plus important. Et bien, c'est le micro-organisme, c'est ce qu'il fait pour s'adapter, pour essayer de maintenir une certaine plasticité, quelle que soit la situation. Prenons le cas ici d'Alteromona et de Thermus. Alors, Alteromona, lorsqu'on le fait passer de 10 degrés à 40 degrés, à 10 degrés, il a 52% d'acide gras polyinsaturé et à 40 degrés, il en a 28. Donc, comme à 10 degrés, on a 52% et puis on augmente la température, donc la température va augmenter l'agitation de la membrane cytoplasmique et elle va fortement perturber le transport et le fonctionnement de la membrane. Donc, le micro-organisme va diminuer le taux des acides gras polyinsaturés pour la rendre un peu plus figée, un peu moins agitée. Le contraire, la même chose se produit avec Thermus lorsqu'on passe de 40 à 70. Auquel cas, on a par exemple à 40 degrés, on est à 13% d'acide gras polyinsaturé et à 70 degrés, on est à 0,2. Donc le Thermus, il fait exactement la même chose et pour essayer de maintenir une plasticité la plus stable possible pour assurer les fonctions vitales exercées par la membrane cellulaire. Alors, évidemment, un tableau ici résumant ce qui se passe en fonction des températures. Vous voyez ici, par exemple, à moins 18 degrés, c'est la température d'un congélateur dans laquelle aucun micro-organisme ne se multiplie
Mais attention, les micro-organismes restent parfaitement vivantes, elles ne sont pas détruites. À 4 degrés, la majorité des bactéries sont neutralisées, c'est-à-dire leur vitesse de croissance est très très faible, mais par contre le métabolisme peut rester fonctionnel. Lorsque vous mettez par exemple des légumes dans le frigo, au bout d'un certain temps, ils vont ramollir, etc. Bon, ils ramollissent à cause de leur propre métabolisme, mais il peut y avoir aussi des bactéries qui vont vont aider dans ce sens. De 20 à 40 degrés, c'est la température, c'est la zone la plus dangereuse pour un produit alimentaire. Et de 45 et 50, la plupart des bactéries ralentissent leur croissance. Entre 55 et 62 degrés, les bactéries vivent encore, mais la croissance est stoppée. À partir de 63 degrés, nous avons ce qu'on appelle la pasteurisation, c'est-à-dire tous les germes, toutes les cellules végétatives sont détruites et il ne reste plus que les spores. Et pour détruire les spores, il faut aller à une température de 120 degrés. D'ailleurs, c'est le problème qui se produit de temps en temps avec les conserves des légumes ou bien d'autres produits et le barème de stérilisation n'est pas bien ajusté alors que ces produits contiennent des formes de résistance des spores et lorsque la boîte de conserve est fermée, ces micro-organismes vont se développer puisqu'ils se développent en absence d'oxygène et il peut y avoir des intoxications alimentaires. L'autre facteur qui affecte la croissance est le pH. Le pH, alors dans le micro-organisme, nous avons deux aspects importants. C'est que les systèmes enzymatiques microbiens, ils fonctionnent dans une gamme étroite de pH et qui tourne autour de 7, alors que le micro-organisme, lui, peut travailler à des pH, à des gammes de pH et variations de pH relativement importantes. Conclusion, le micro-organisme s'adapte pour amener toujours son pH intracellulaire vers quelque chose de neutre, permettant ainsi aux enzymes de fonctionner. Alors, à partir de là, des pH, on a défini différentes catégories. La catégorie des neutrophiles qui se développent à un pH 7, c'est la majeure partie des bactéries concernant les produits alimentaires. Nous avons la catégorie des acidophiles qui sont capables de se développer même à un pH de 2, par exemple le Thiobacillus ferroxidans, mais il ne concerne pas les produits alimentaires, mais on l'utilise bien dans la récupération de fer dans des mines à faible rendement, des mines de fer à faible rendement. C'est ce qu'on appelle la biolixiviation. Ou bien nous avons aussi la catégorie des basophiles, dont le pH de croissance est un pH basique qui peut aller jusqu'à 10,5. Par exemple, Bacillus alcalophilus. Et ce bacillus, il est source aussi de tout un ensemble d'enzymes qui ont des applications industrielles. Alors, une petite remarque, les produits alimentaires sont définis par des catégories de produits alimentaires à pH euh, faiblement acide, qui ont un pH supérieur à 4,5, auquel cas ces produits représentent un risque pour la contamination et il faut une action particulière pour leur conservation. Et on a aussi des produits à pH inférieur à 4,5. Dans ce cas-là, cela représente très peu de risques concernant les germes pathogènes. Ceci dit, dans un citron, on a par exemple d'autres types de contamination, et particulièrement des pénicilliums, et particulièrement Penicillium citrinum. Alors, ce tableau vous montre justement les gammes dans lesquelles se développent les micro-organismes. On a ainsi, d'une façon globale, pour les bactéries, le pH optimum, il est neutre, mais ça peut aller de 4, 4,5 jusqu'à 9. Et puis, on voit donc quelques exceptions de bactéries avec un pH qui peuvent être un peu variables au niveau le pH neutre et surtout le pH le plus bas, minimum 4 à 3,2. Les bactéries acétiques qui fabriquent
le vinaigre à partir de l'alcool, ou bien les bactéries lactiques qui vont fermenter les sucres, comme le lactose dans le lait, et vont produire l'acide lactique. Et puis vous avez l'ensemble des autres bactéries ici, avec un pH relativement neutre, pH minimum de 4 à 4,5, puis pH optimum qui est à peu près le même. Et on arrive au niveau des levures et des moisissures avec un pH de 4 à 6,5 au niveau croissance optimum, mais par contre, ils peuvent se développer à des pH relativement plus bas. Le mécanisme d'action du pH. Alors, il peut avoir plusieurs actions. C'est qu'il peut gêner le fonctionnement des enzymes de biosynthèse et des enzymes de biodégradation. Et évidemment, s'il affecte les activités enzymatiques intracellulaires, par ricochet, il va affecter l'activité globale du micro-organisme qui va se développer moins vite. Le pH va aussi affecter ce qu'on appelle la perméabilité membranaire. Et particulièrement, étant donné que lorsque le pH est faible, la concentration en protons est élevée, elle va saturer ce qu'on appelle les perméases, affectant ainsi le transport des éléments nutritifs du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Le pH peut affecter aussi dans le milieu, rendre les éléments nutritifs non disponibles par précipitation. Prenez par exemple le cas du magnésium à pH acide, ils sont complexés, donc ils ne peuvent pas être assimilés, ou bien le cas du zinc, du calcium et du fer, qui peuvent être aussi complexés au pH basique. Alors, comment on fait le micro-organisme pour s'adapter vis-à-vis du pH avant d'arriver vers les valeurs, voire les zones de rupture? Ben, en actionnant la pompe à protons. La pompe à protons, elle va jouer le rôle d'expulser les protons du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Évidemment, ça coûte de l'énergie, donc de l'ATP. Augmenter l'échange ionique en échangeant un proton à l'intérieur de la cellule contre un sodium à l'extérieur de la cellule pour maintenir l'équilibre ionique. La production de tampons. Donc, il y a des peptides et des ions bicarbonates qui vont tamponner le milieu, donc ne pas provoquer de variation importante du pH intracellulaire. Modification du métabolisme en augmentant la capacité de dégrader les acides, les composés acides ou basiques selon la situation. À produire, comme on l'a vu aussi dans le cas des heat shock protéines et de cold shock protéines, produire des protéines de choc acides qui vont protéger les macromolécules de la dénaturation. La modification également de la membrane cytoplasmique pour résister au stress acide ou basique du pH, du milieu. L'alcalinisation du milieu en excrétant, en produisant beaucoup d'ammoniac qui va provoquer l'augmentation du pH, ou bien la production des biofilms. Les micro-organismes vont adhérer à une surface, ils vont s'agglutiner et fabriquer ce qu'on appelle un biofilm, et ainsi c'est une barrière physique pour se protéger contre le milieu extracellulaire. D'ailleurs, ces biofilms, ils ont beaucoup d'applications industrielles ou bien des problèmes au niveau de la qualité et de l'hygiène. Un autre élément qui est très très important, c'est l'eau et son rôle. Quel est le rôle de l'eau pour le micro-organisme? D'abord, il peut jouer le rôle d'un agent chimique puisqu'il va participer à quelques réactions biochimiques dans le métabolisme. Je pense particulièrement aux hydrolyses. Il joue le rôle aussi de solvant des nutriments. Donc, va favoriser la mobilité des éléments pour le transport et la disponibilité au sein du cytoplasme. Si vous avez de l'eau du cytoplasme qui est figée, il ne peut pas y avoir de mobilité des éléments et ça poserait problème. Comment elle est évaluée, l'eau? L'eau, on peut évaluer par le pourcentage d'eau, mais ce n'est pas la formule la plus parlante. Dans le cas des micro-organismes et de la conservation des produits alimentaires, on va parler plutôt de l'activité de l'eau. Alors, l'activité de l'eau, c'est quoi? C'est le rapport entre la concentration du solvant, qui est l'eau, par rapport à la concentration du solvant plus le soluté, qui est le solvant qui est l'eau, plus le soluté ou les solutés, ça peut être le sucre, ça peut être le sel, ça peut être autre chose. Et vous voyez ainsi, donc c'est la même chose que la pression
la pression de vapeur de la solution divisée par la pression de vapeur de l'eau pure, et c'est la même chose que l'humidité relative divisée par 100. Donc lorsqu'on regarde ça, on voit que lorsque l'eau elle est totalement pure, on va avoir N2 sur N2, donc est égal à 1. Par contre, lorsqu'on commence à ajouter des solutés dans l'eau, on va avoir le dénominateur qui va grimper et automatiquement la valeur de AW qui va chuter. Donc AW, elle varie entre 1 et 0 en fonction de la concentration du soluté. Et ça va conditionner la disponibilité de l'eau comme je vais l'expliquer comme je vais l'expliquer. Alors, un tableau pour vous montrer comment peut varier l'activité de l'eau dans une solution. Vous avez donc, à mesure qu'on augmente la concentration, soit en sel, soit la concentration en sucre, on voit que l'activité de l'eau va chuter de 0,99 à 0,85 à 0,85. Alors, deux verres ici pour représenter les choses. Vous avez ici un verre contenant 100 millilitres, enfin un bécher contenant 100 millilitres et un autre bécher contenant 100 millilitres d'eau. Vous ajoutez dans celui-ci, 23,8 grammes de sel. L'activité de l'eau dans celui où on n'a rien ajouté est de 0,99 à 1, suivant sa pureté, et l'activité de l'eau de ce deuxième, elle est à 0,85. Pourquoi? Parce que même l'eau, nous n'avons pas retiré l'eau, elle est toujours disponible, elle est toujours là, mais par contre, une partie de cette eau, elle n'est plus disponible. Elle ne sera disponible pour le micro-organisme. Supposons que ça, c'est pas de l'eau, c'était un milieu liquide qu'on a mis là, le micro-organisme ici ne pourra pas se développer alors qu'il va se développer ici et nous n'avons pas séché, nous n'avons pas retiré l'eau, mais par contre à l'intérieur, une partie de l'eau n'est plus disponible. Comment cette eau n'est plus disponible? Eh bien, elle n'est plus disponible euh, parce que tout simplement, elle va, il va y avoir des structures qui vont se faire entre les ions sodium et l'eau. Et je pense que j'ai une diapo tout à l'heure qui va vous permettre de comprendre ce phénomène. Alors, à travers l'activité de l'eau, on a repéré donc des différents groupes bactériens. Vous voyez par exemple les bactéries, à partir de 0,91, il n'y a plus de développement. C'est la majeure partie des cas, sauf une exception, c'est Staphylococcus aureus qui peut descendre à 0,86. Et exception aussi pour les bactéries allophiles, c'est-à-dire des bactéries qui ont l'habitude de vivre dans la mer ou dans des milieux salins, ils sont habitués. Ils peuvent aller jusqu'à 0,75. Par contre, les levures peuvent descendre plus bas jusqu'à 0,7. Ceci dit, les levures classiques qu'on utilise, Saccharomyces cerevisiae qui sert pour la production du pain, pour les fermentations alcooliques, elle a une activité d'eau optimale de 0,9 à 0,94. Mais on peut trouver certaines levures qui descendent jusqu'à 0,62 et on va parler à ce moment-là des levures osmophiles. La même chose pour les moisissures. Généralement, c'est 0,8 à 0,9, mais ils peuvent aller jusqu'à 0,7 dans le cas des moisissures xérophiles. Voilà. Alors, donc, le micro-organisme, il ne va jamais, donc la bactérie ne va jamais infecter, par exemple, du céréal ou une farine ou des choses comme ça. Mais par contre, ça peut être le problème des champignons. Alors, pour essayer un petit peu de situer ce problème de l'activité de l'eau, comment ça se passe? Donc, j'ai fait une diapo là sur les techniques de conservation de l'eau, de conservation des aliments et action sur l'eau disponible. Nous avons par exemple la déshydratation. La déshydratation, ça consiste à retirer de l'eau par chauffage. Donc, on enlève l'eau. Et lorsqu'on arrive au stade de poudre où on a fortement diminué la quantité d'eau, le micro-organisme, la bactérie, ne peut pas se développer. La surgélation et la congélation. Là, on a figé l'eau. Donc, dans le premier cas, on a transformé l'eau de l'état liquide vers l'état vapeur. Dans la deuxième, on a transformé l'eau de l'état liquide vers l'état solide. Là aussi, étant donné qu'il est surgelé, cette eau n'est pas disponible pour le micro-organisme pour se développer. Nous avons des techniques de salaison au salage et sucrage. Dans ce cas-là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons donc, lorsqu'on fait par exemple une salaison, qu'est-ce qui se passe? La structure de l'eau est un dipolaire.
Sans rentrer dans les détails, vous avez ici un atome d'oxygène avec deux paires d'ions non liants et vous avez ici une paire d'ions liants et une paire d'ions liants qui sont engagés avec les hydrogènes. En plus de ça, l'atome d'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Donc à ce moment-là, les paires d'ions se déplacent plus du côté de l'atome d'oxygène que de l'atome d'hydrogène. Ce qui fait qu'on se trouve ici dans une situation où nous avons deux charges négatives qui vont se repousser et qui vont venir pousser aussi les autres charges négatives qui sont là. Ce qui fait qu'on se trouve avec une molécule qui n'est plus plane, n'est pas dans l'axe comme ça, mais par contre, il y a formation d'un angle avec les atomes d'hydrogène. Globalement, on se trouve d'un côté avec une charge négative et de l'autre côté avec une charge positive, et ça donne donc un dipôle. C'est ça qui fait de l'eau qui est conducteur d'électricité. Alors, qu'est-ce qui se passe en solution? En solution, si vous ajoutez du NaCl, donc le sel, et qui va se trouver en solution sous forme de Na+, et Cl-, eh bien, il va y avoir des interactions entre le sodium et les molécules d'eau qui sont là. Alors, avec le sodium qui est chargé positivement, l'interaction va se faire avec la partie négative, qui est l'oxygène en rouge. Et nous avons donc un certain nombre de molécules qui sont autour du sodium. Et l'inverse va se faire avec le chlore, qui est négatif, à ce moment-là par le biais de l'hydrogène. Toujours est-il, nous avons un certain nombre de molécules d'eau qui sont dans cette structure-là. Et bien, cette eau-là n'est plus disponible pour la croissance du micro-organisme. Et donc, lorsqu'on a une concentration en sel qui va aboutir à une activité de l'eau de 0,91 ou 90, le micro-organisme n'a plus assez d'eau pour se développer. Et puis, nous avons la technique de lyophilisation sur laquelle je peux parler 30 secondes. La lyophilisation, c'est une technique qui est très intéressante. Si vous regardez ici le graphique de changement d'état de l'eau en passant, ici j'ai la pression et ici j'ai la température, vous vous rendez compte que j'ai trois états, la zone où l'eau est liquide, la zone où l'eau est solide et la zone où l'eau est vapeur. Donc en jouant sur la pression et la température, je peux passer d'un état à l'autre sans rester trop longtemps, ce qui se passe au niveau de la lyophilisation. Donc, pardon, la déshydratation par chauffage, on passe de 20 degrés à 100 degrés pour enlever l'eau. La congélation et la surgélation, on passe de 20 degrés, on fait chuter la température dans cette zone-là à moins 10, moins 20, moins 18, etc. Et là, on est sous forme de glace. Mais par contre, la lyophilisation, on va faire deux opérations. La première, on va congeler, on va surgeler. On va passer ainsi de 20 degrés vers la glace. On va refroidir jusqu'à moins 40. Et puis, on va faire chuter la pression jusqu'à ce stade-là et on va chauffer légèrement. Ce qui fait, dans une première étape, on va passer du liquide au solide. Dans une deuxième étape, on va passer du solide à la vapeur. Et puis on termine le restant de la vapeur pas en chauffant légèrement. En chauffant légèrement, mais en allant à des températures relativement basses. L'avantage, c'est que le produit alimentaire ou le micro-organisme conservé par cette technique ne subit pas de haute température. On est passé de 20 et on est revenu à 4 degrés. Donc il reste toujours à température très très basse. Et étant donné qu'on arrive à ce niveau-là, donc l'eau, elle passe de l'état glace solide vers l'état vapeur par sublimation directement. Et à ce moment-là, on conserve un produit de grande valeur organoleptique. Comment agit l'eau, enfin le sel ou bien l'activité de l'eau sur le micro-organisme? Ben, elle va provoquer un stress. Lorsqu'on provoque un stress osmotique, on a une fuite d'eau de la membrane cytoplasmique. Le micro-organisme va tenter de mettre en place des systèmes de régulation pour se maintenir en vie. Alors la première, c'est la limitation de la dénaturation des molécules. Il va produire ce qu'on appelle des osmorégulateurs, des osmorégulateurs ou des osmoprotecteurs comme le tréhalose et la bétaïne qui vont protéger les macromolécules. Et il va aussi tenter à restaurer la turgescence, c'est-à-dire il va créer les conditions pour essayer
pour essayer de réabsorber l'eau vers le milieu intracellulaire. Et il ne peut le faire qu'en accumulant un certain nombre de solutés compatibles avec le métabolisme dans le milieu intracellulaire. Donc, pour finir, le dernier élément qui affecte la croissance microbienne est bien l'oxygène. L'oxygène est un élément très très important dans certaines catégories d'organismes. Son mécanisme d'action se situe à trois niveaux. D'abord, il y a une modification du potentiel d'oxydoréduction du milieu de culture, enfin de l'environnement. Il peut être aussi un accepteur final d'électrons pour les aérobies stricts et facultatifs. Et qui dit accepteur final d'électrons dit production d'énergie. Et puis également, c'est un agent du stress oxydatif par le biais de la biosynthèse ou la production des peroxydes ou bien du superoxyde, ce qui fait certains micro-organismes ont la possibilité de métaboliser totalement l'oxygène et donc ils arrivent à gérer et dans ce cas-là, ils sont capables de se développer, alors que d'autres, ils ne sont pas capables. Comment ça se passe? Alors, ça se passe de cette manière. Le métabolisme de l'oxygène se fait de la manière suivante. On a assimilation de l'oxygène à ce niveau-là avec la genèse de l'eau oxygénée. Et il y a plus grave encore, par le biais toujours des protons récupérés par les coenzymes réduits, on a intervention avec de l'oxygène pour générer ce qu'on appelle des radicaux libres. Et ces radicaux libres, d'ailleurs comme l'eau oxygénée, sont très très néfastes pour le micro-organisme. Ils sont capables de le détruire s'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Alors, pour métaboliser les choses jusqu'au bout, vous voyez ici les radicaux libres générés à ce niveau-là. Ils peuvent être récupérés avec deux protons. Ils vont donner de l'oxygène, ainsi que de l'eau oxygénée par le biais d'une enzyme, la superoxyde dismutase. Et puis, l'eau oxygénée est générée ici, comme d'ailleurs l'eau oxygénée générée ici, peuvent être dégradées soit par le biais de la catalase en donnant de l'eau et de l'oxygène, ou bien la peroxydase et en donnant que de l'eau. Ce qui fait les micro-organismes qui arrivent à vivre en présence d'oxygène ou à tolérer l'oxygène et doivent posséder l'un ou l'autre de ces systèmes enzymatiques. Prenons le cas des anaérobes stricts. Les anaérobes stricts, ils ne possèdent pas ces systèmes enzymatiques et du coup, l'eau oxygénée accumulée ici va rester dans les cellules, il va arriver à un certain niveau, il va les détruire. Alors que les bactéries aérobies, les bactéries aérobies ou bien aérotolérants, eux, ils vont posséder la superoxyde dismutase et la catalase, ce qui fait les radicaux libres ainsi que l'eau oxygénée générée sera dégradée par la catalase pour donner de l'eau et de l'oxygène. Et donc, ils vont le faire disparaître, ils vont continuer à se développer très, très bien. Ainsi, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté un certain nombre d'éléments et à la prochaine vidéo.